Bienvenue sur ce MOOC Digital Média de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui à l'IRCAM, Institut de recherche et coordination acoustique musique, avec Gérard Assayag. Merci de nous recevoir ici, à la médiathèque de l'IRCAM. Gérard Assayag qui est chercheur, responsable de l'équipe représentation musicale, mais qui a aussi jusqu'à très récemment dirigé le laboratoire de recherche, qui est une unité mixte de recherche entre Jussieu et l'IRCAM. Alors, on va parler… Et le CNRS. Et le CNRS, pardon. On n'oublie pas le Il ne faut pas CNRS, oublier. en effet. Et nous allons donc parler de recherche musicale et d'intelligence digitale. Mais avant d'aborder les techniques ou technologies qui participent à révolutionner la musique aujourd'hui, on va remonter un petit peu dans le temps et on va avancer comme ça en abordant aussi des concepts, des notions, des compositeurs, des pratiques. Et il nous semblait que c'était plutôt pas mal de remonter, on va dire, à la musique atonale, à la musique sérielle, à cette révolution qui se passe dans la musique, on va dire, début 20e. Oui, alors on pourrait même remonter jusqu'au XVIIe siècle avec Mersenne, Kircher et tous ces gens-là, et un peu plus loin ou à la même époque avec Descartes, Leibniz, qui sont des grands précurseurs de ce qui se passe aujourd'hui avec la musique digitale. Mais le temps est trop court et c'est effectivement pas mal de commencer avec le début du XXe siècle parce que c'est quand même une période de grande révolution. Il y a une double révolution qui se met en place, qui est la révolution du langage musical et la révolution de la lutherie musicale. Donc la révolution du langage musical, c'est bien évidemment ce qu'on a appelé la deuxième école de Vienne, avec Schoenberg, Berg et Webern, qui mettent en place de nouvelles dispositions pour se libérer du système tonal qui a dirigé la musique, au moins la musique occidentale, pendant des siècles, et qui mettent en place tout un ensemble de procédures formelles pour libérer une nouvelle créativité d'une certaine manière, avec ce qu'on appelait la musique dodécaphonique. D'abord la musique atonale, donc simplement la libération du modèle tonal, puis la musique dodécaphonique avec des procédés très systématiques pour explorer les 12 sons avant de les répéter, ce qui permettait d'avoir une véritable liberté par rapport au carcan tonal. Et ce qui va devenir ensuite, et jusqu'aux années 50, la musique sérielle, donc avec un systématisme de plus en plus exacerbé, et ce qu'on appelait le sérialisme généralisé, donc avec les grands tenants de ce mouvement qui ont été Boulez, notamment Stockhausen, Nono, qui est la généralisation de ce principe à tous les paramètres de la musique. Donc au début, ce sont simplement les hauteurs. On a l'idée d'une série de 12 sons qu'on ne peut répéter qu'une fois qu'on l'a épuisé, de telle sorte qu'on ne hiérarchise aucun son par rapport aux autres. C'est ça le principe fondamental. Et quand ça va se généraliser, donc à la série généralisée, tous les paramètres vont être pris en compte, les hauteurs, les durées des notes, les intensités, voire les timbres. Donc ça, c'est la révolution du langage musical. C'est très important parce que ça crée un nouveau champ de liberté. Ça va jusqu'à Varèse dans les années 40, qui lui va commencer à explorer véritablement le timbre. Et donc tous ces grands penseurs de la musique, tous ces grands créateurs, sont véritablement les précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la musique contemporaine, et la musique contemporaine notamment dans ses déclinaisons électroacoustiques, électroniques, hybrides, mixtes, etc. Alors, tu parles de musique et de son. On pourrait déjà commencer aussi en 1913 avec Russolo à aborder le bruit, puisqu'il écrit ce livre, L'art du bruit. Oui, c'est l'autre grande source. Donc la première source, révolution du langage, c'est la révolution, disons, des structures formelles de la musique. Elles sont relativement abstraites finalement et universelles et sont liées à l'écriture. Donc Russolo, lui, il est lié au mouvement futuriste italien, qui naît dans les années 1910, et il publie L'art des bruits, en 1913, qui est un manifeste bruitiste qui comporte un certain nombre d'éléments très intéressants. C'est l'idée que le bruit qui est normalement en fait la partie du son que l'on exclut pour définir même ce qu'est la musique, en fait, peut être réincorporé dans le concept de la création musicale, à condition de le comprendre, à condition d'être capable de l'analyser, d'en extraire des paramètres, et d'avoir ainsi un jeu de paramètres manipulables et combinables qui permettent une écriture. Et donc ça, c'est une idée fondamentale, parce qu'elle va ouvrir bien plus tard sur la naissance de la musique concrète, de la musique électroacoustique, et de tout ce champ sonore lié au timbre, que Varèse lui-même, qui lui est un homme de l'écriture des notes sur une partition, inaugure en fait déjà en incorporant la recherche sur le timbre. Et ça, c'est la suite de l'histoire, de cette manière.
Alors dans le monde de la musique, on peut dire qu'il y a un appétit, une appétence pour les technologies et même déjà, on va dire, de l'électricité, avec des inventeurs comme le russe Sergueïevitch Terem, Terem. qui invente le thérémine, qui est peut-être le premier instrument dont on joue sans le toucher, Oui. en perturbant un champ électromagnétique, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est la deuxième révolution. La deuxième révolution qui se met en place finalement pas beaucoup après la première, qui est la révolution de la lutherie avec l'introduction des instruments électroniques. Donc le thérémine, mais aussi les ondes Martenot qui viennent un peu plus tard. Alors le thérémine, effectivement, un instrument magique puisqu'on ne le touche pas. C'est un instrument qui a deux antennes et qui génère deux ondes à très haute fréquence dont les interférences par battement vont créer une troisième qui rentre dans le domaine audible. Et ces ondes, en fait, sont contrôlables par l'action du corps qui rentre dans le champ des antennes. Et donc, on contrôle le thérémine par des mouvements de la main. Alors, il y a eu une très grande interprète du thérémine, qui est Clara Roquemort, qui était la grande prêtresse, parce qu'elle avait une justesse absolue. Et outre le côté magique, effectivement, très, très éthéré de l'instrument, c'est plutôt l'idée qu'il y a finalement une nouvelle lutherie qui se met en place et qui est liée à l'électricité, l'électronique, et qui va aussi être un des éléments donc, de la troisième révolution, celle qui va arriver au début des années 50, des musiques concrètes et électroacoustiques, ce qu'on va appeler les musiques expérimentales, qui sont totalement liées à l'électricité. Et le thérémine qu'on va retrouver dans quantité de films de science-fiction des années 50. Justement, parlons de l'après-guerre avec Pierre Schaeffer, Pierre-Henry, un temps très fort dans la musique, les musiques et les technologies, donc la musique concrète. Dans les débuts des années 50, un nouveau mouvement se met en place autour de Pierre Schaeffer et de Pierre-Henry, qui va créer le groupe de recherche de musique concrète en 51, qui va devenir en 58 le groupe de recherche musicale, le fameux GRM, associé à l'époque à la radio, la radiodiffusion française. Et l'idée de Schaeffer, c'est de constituer les sons concrets comme des éléments du langage musical. Alors, on voit effectivement la filiation avec le mouvement bruitiste dont je parlais, puisqu'il y a effectivement, ça capitalise sur l'idée que si on est capable d'analyser des sons qui normalement sont en dehors du champ de la musique, mais de les paramétriser, alors on peut avoir un langage, et donc on peut à ce moment-là les musicaliser et composer avec. Mais la différence avec le mouvement futuriste, c'est qu'on a depuis 1939 le magnétophone. On a l'enregistrement et donc la notion de son fixé, de son enregistré. Et à partir de 1945, l'industrie phonographique qui se développe considérablement et qui permet aussi de mettre en œuvre des techniques liées au micro-sillon. Et ce sont ces choses-là que Schaeffer va exploiter dans le GRM. Et il va inaugurer la notion d'objet sonore, qui va devenir plus tard, dans son traité des objets musicaux, un concept beaucoup plus général, avec l'idée suivante, qu'un objet sonore, n'a de sens comme unité que par rapport à la perception. Et donc c'est la perception, puis le système cognitif, on n'emploie pas encore ces termes à l'époque, mais c'est ça dont il s'agit, va être capable d'essayer de déceler les causes d'un son, et donc c'est une première interprétation d'un son, ou va essayer de lui donner un sens, par exemple si ce sont les sons de la parole, va essayer de le placer dans un système sémiologique, ou alors va le déconnecter complètement de ses sources et de ses causes et l'envisager uniquement sous les questions de forme, de timbre, de texture. Et à ce moment-là, elles prennent une valeur intrinsèque, artistique. Et c'est ce que Schaeffer appelle l'écoute réduite. Et alors, ça va être théorisé à partir de 52 dans son ouvrage À la recherche d'une musique concrète, et puis en 66 avec le traité des objets musicaux. C'est important de noter, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu oublié, qu'au moment où Schaeffer met en place le groupe de recherche avec Pierre-Henry, il implique un personnage fascinant qui s'appelle Abraham Moll, qui est un jeune chercheur à l'époque, et aussi quelqu'un qui a de grandes capacités de visionnaire de ce que va devenir l'univers des arts et des sciences, la relation entre arts et sciences et l'univers technologique. Et en fait, c'est assez peu connu, mais Abraham Moll contribue à l'écriture. Alors, ce n'est pas reconnu dans le livre qui est signé de Schaeffer, mais contribue au dernier chapitre de À la recherche d'une musique concrète,
avec des idées et des concepts tout à fait originaux qui préludent à ce qui va devenir le solfège des objets sonores dans les années 60. Un autre ouvrage, accompagné d'un disque qui sera publié par Schaeffer. Et donc il apporte une contribution essentielle à l'idée de pouvoir composer avec les sons enregistrés, parce que si on est capable de les formaliser, de les analyser, de les paramétriser, alors on peut en déduire un solfège. Un solfège, c'est-à-dire des règles d'écriture. Et dès lors qu'on a un solfège, on rentre bien dans le champ de la musique.